Sauf que dans le Tour de France, il ne faut que 2 plateaux, il y en a 4 plateaux. Quatrième plateau. On va recommencer parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Quatrième plateau. Bravo, quatrième platal. Un platal plus un platal égale 2 plateaux. Une chanson avec la ravissante Annie. Jackie qui va venir nous dire un de ses merveilleux poèmes et un de ses contes. Olga et la petite Zézette. Olga va jouer de l'accordéon, je pense, et Zézette va chanter. Patricia pour une chanson. Patricia, c'est mon Edwige préféré, comprendra, se connaîtra. Anthony, alors qui peut bien être cet Anthony pour un sketch. Emmanuel pour un texte. Bernard pour une chanson. Et enfin, Cerise sur le bateau. Sur le pompon. Cerise sur le pompon. Hélène et Léa. Alors, nous allons commencer avec Annie pour une chanson. Comment toi tu chantes donc tu chantes ouais, ben quand on ne sait pas, on souffle éveillé, pas. c'est jamais facile. C'est vrai qu'on voit rien. C'est pour viser le projet. Au milieu, faites au milieu. Ça y est. C'est Léa qui les aiguilles. Voilà combien de temps, voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Au printemps, c'est joli, de parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins fleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe se rentre guerre, que tout le temps perdu printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne. Soudain je me languis, je rêve et je frissonne. Je tangue et je chavire et le cœur comme la rengaine. Je vais, je viens, je vis, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps
applaudir Annie un peu. Alors pour les vrais des veillées des 22, les vieux, quoi, ceux qui ont de l'âge, ceux qui sont à 57 veillées, non-stop, ils ont vu arriver un jour Annie avec un qui n'osait pas trop finir ses chansons. Vous avez vu maintenant? Quel talent. Merci. Nous allons accueillir maintenant Chloé pour un sketch. Ah non, je me suis trompé de ligne. C'est Jackie. Jackie Chevalier, donc, pour un conte et un poème. Je crois qu'il y a deux dans le même. On peut applaudir Jackie. Alors, Jackie vient de monter une troupe à Guingamp, ça s'appelle les Tréteaux de Guingampais. Les Tréteaux Guingamp. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre un peu de mise en scène avec les. C'est un conte que j'ai écrit pour des enfants pas sages. Il était une fois un petit garçon fort grincheux. Toujours il grognait, il se plaignait de ce qu'il faisait, se lassait de ce qui l'entourait. Il n'était jamais content. Les parents de ce diablotin, enfant unique, n'en pouvaient plus de chercher à le contenter. Et sa mère en appelait souvent au saint du ciel ou au diable de l'enfer. Dès le matin, le petit déjeuner même importunait ce petit monstre. Il n'avait de cesse que de se lever de table, trépignant d'impatience. Le lait ne chauffait pas assez vite, ou sa mère tardait à lui beurrer ses tartines. Il se détournait des jeux dont on l'entourait, sitôt donnés. Il était agacé par le nouvel amusement proposé, sitôt suggéré. Les nourrices, les aides maternelles, les filles au père se succédaient, incapables d'intéresser l'enfant. Il voulait grandir. Et personne ne le comprenait. Il n'avait que 4 ans, et les occupations de son âge ne l'intéressaient pas. « Dis maman, quand est-ce qu'on sort ?» Et la mère s'empressait de l'entraîner en promenade ou de faire les emplettes dans les magasins. « Dis maman, est-on bientôt arrivé ?» Les trajets en voiture, même courts, étaient de véritables supplices pour les parents. Quand est-ce que je serai grand? Un jour, sa pauvre mère excédée s'en prit au ciel. Ce n'est pas la lune qu'il faut à cet enfant, mais le temps. N'y a-t-il pas un dieu ou un diable qui le délivrerait de cette impatience? Je vendrais bien mon âme à Lucifer. Alors, dans un fracas assourdissant et un roulement de tonnerre, un lutin grimaçant apparut. Qui m'a appelé? Je suis l'envoyé du temps. La fée Chronos, lassée et peinée de l'ingratitude de ton fils, a décidé de lui donner une leçon en lui accordant le pouvoir de manier le temps. Antoine sera maintenant maître du temps, maître de son temps. Qui de nous n'aurait voulu un jour en suspendre le vol, ou au contraire en précipiter le cours? Qui de nous n'aurait voulu vieillir de quelques semaines pour partir en vacances, de quelques mois pour rejoindre l'être aimé, de quelques années pour prendre une retraite bien méritée? Antoine sera maître de tout cela. Il a un pacte avec la fée. Chaque fois que la situation lui paraîtra insupportable, il pourra tourner l'aiguille de son gros réveil et il sera transporté dans une nouvelle tranche de son destin. Mais il est trop petit pour comprendre le marché diabolique. Sa tendre mère vieillira d'autant. On n'appelle pas impunément les fées. Dis maman, quand est-ce que j'irai à l'école? Quand est-ce que j'aurai moi aussi un beau cartable sur mes épaules? Dis maman. Excédée, la pauvre femme ne peut plus tenir le secret et lui livre à regret le contrat magique. Antoine bondit sur son réveil. Quelques minutes plus tard, il se retrouve sur le chemin de l'école, tenu fébrilement par sa mère qui cache avec peine ses larmes. Déjà, mon tout petit. Antoine, fièrement et sans un regard, s'arrache de ses bras et entre dans les rangs à l'appel du maître. Le matin, il faut se lever tôt maintenant, annoncer avec la classe les premières pages de lecture, faire et refaire des lignes d'écriture, retenir des poésies,
calculer des opérations qui s'allongent interminablement, changer d'activité au gré du maître et surtout au rythme de la classe. L'intelligence d'Antoine le situe de loin à la première place. Il comprend tout de suite, retient tout et ronge son frein contre ce qu'il appelle la lourdeur de ses petits camarades. L'envie de connaître autre chose commence à le tenailler. Son humeur change, son impatience renaît. Il voudrait encore grandir, partir en apprentissage, faire son tour de France. Il aimerait faire comme son oncle ébéniste. Alors c'est décidé, il veut entrer dans l'union compagnonique. Il s'en confie à sa mère, qui le regarde, stupéfaite et inquiète. Il est encore prêt à lui échapper. Un soir, quand il est seul dans sa chambre, hésitant à peine, il tourne un peu l'aiguille. Le voilà sur le pas de la porte. Sa mère, qui a coupé ses jolis cheveux, lui tend son sac à dos et sa joue mouillée de larmes. Antoine part faire son tour de France. Il quitte la grisaille de sa Bretagne natale pour le soleil du sud, où un maître ébéniste l'attend. Il embrasse sa mère, remarquant à peine les quelques rides apparues sur son front. Il s'en va, sans se retourner, vers sa nouvelle vie. Antoine apprend vite. Les essences de bois n'ont plus de secret pour lui. Le pernambouc d'Amérique du Sud, l'acajou d'Afrique, les bennes d'Asie. Il apprend à manier les outils traditionnels, comme la varlope et la jabloire. Mais l'apprentissage est dur. La vie en équipe avec les compagnons exigeante. Les maîtres réclament de plus en plus d'efforts, de réalisation, de perfection. Il faut faire, défaire, refaire. Antoine se lasse. Il aimerait s'engager. Le service militaire ne le retient pas plus longtemps. Il revient au village, tout étonné de retrouver ses parents vieillis, affaiblis, ayant besoin de son aide pour tenir l'entreprise familiale. Devant le poids des responsabilités, il en appela vite à la retraite. Puis, voudrait bien abréger une vieillesse importune. Il n'avait au total vécu que quelques jours. Et ce petit poème, je le dédie à tous les cœurs solitaires qui regardent à la fenêtre. Cœur à la fenêtre. Un regard suffirait pour refaire le printemps, pour arrêter le temps, redonner mes 20 ans. Dans tes yeux, je serais belle, si d'amour ils étincellent, légère comme l'hirondelle, souple comme l'asphodèle. J'oublierai mes disgrâces, car mes rides s'effacent sous ton regard qui m'ensorcelle. Ne dis pas que tu m'aimes, les mots sont tous les mêmes, le vent vint les sème, un regard suffirait. Mais hélas, le temps passe, et vieilli, je me lasse, je me meurs à attendre ce clin d'œil si tendre, qui ne m'élira jamais. Un regard suffirait pour refaire le printemps, pour arrêter le temps, redonner mes 20 ans. Mais les cœurs se rassemblent, je sais que tu viendras, et blotti dans tes bras, nous vieillirons ensemble. C'est Jackie. Voilà. Donc alors maintenant on va accueillir Olga avec sa boîte du job, et puis Zézette qui est aussi un beau diable. Allez, c'est ça.
je lui parle de ça, elle me dit « Tu es mon seul maître chanteur ». Patricia, pour une chanson. Alors, j'ai jamais dit que tu étais mon maître chanteur. Bravo. J'avais rêvé d'avoir un homme, un vrai de vrai, bien balancé. Mais je me suis chipée pour la pomme d'un... J'ai commencé trop. J'ai pas la voix. Faut changer d'homme. J'y réfléchis. Je sais pas si on va commencer plus bas. J'avais rêvé d'avoir un homme, un vrai de vrai, bien balancé. Mais je me suis chipée pour la pomme d'un avorton, complètement jeté. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule, malgré qu'il ait bien des défauts. C'est lui que j'ai dans la peau. Et tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il ait l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquettes sont en biais, c'est un fait que tel qu'il est, il me plaît. Il est carré mais ses épaules par du carton sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur les gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Mais tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal qu'il ait l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquettes sont en biais, c'est un fait que tel qu'il est, il me plaît. Le travail pour lui, c'est la chose la plus sacrée. Il y touche pas. Pour tenir le coup, il se dose de platonine à tous les repas. Ce qui n'est pas marrant, c'est qu'il ronfle. On dirait un pneu qui se dégonfle. Et quand il faut se bagarrer, il est encore dégonflé. Mais tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, et ça m'est bien égal s'il ait l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquettes sont en biais, c'est un fait que tel qu'il est, il me plaît. Alors, Patricia, pour une chanson, maintenant, c'est Anthony. Anthony pour un sketch. Alors, Anthony, on l'a connu, il avait 7 ans et demi. Quand il est arrivé, il était grand, ça. Elle a grandi. Quel beau gosse.
quoi dans ton char, Patrice? On va arrêter comme ça. Ah bah c'est ça, l'alcool, la drogue. Il m'a ébloui, ce soir. C'est vrai, la moins. On m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, je vais parler pour ne rien dire. Alors vous vous dites, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Ah non, c'est trop facile. C'est trop facile. Alors vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh ben non. Moi, mesdames et messieurs, quand je n'ai rien à dire, eh ben je veux que l'on sache. Je veux en faire profiter les autres. D'ailleurs, vous, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, eh ben on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais alors, si nous ne parlons pour ne rien dire, de quoi parlons-nous? Eh ben de rien. Mais de rien, ce n'est pas rien. Rien, c'est déjà quelque chose. La preuve, on peut le soustraire. Rien, moins rien, égale moins que rien. Mais si on trouve moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose pour rien. Tenez, en le multipliant. Une fois rien, ça fait rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Trois fois rien, pour 3 fois rien, on peut trouver quelque chose. Et pour pas cher. Et en multipliant 3 fois rien fois 3 fois rien. Rien fois rien, bon, ça fait rien. 3 fois 3, ça fait... Eh ben, ça fait rien de 9. Voilà. Bon, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Parlons de la situation. Parlons de la situation. Quelle qu'elle soit. Je vais vous faire un bref historique de la situation, mesdames et messieurs, sans la préciser. Vous êtes bien au fait, mesdames et messieurs, que la situation est quand même bien plus pire qu'elle ne fut meilleure dans le passé. C'est un fait. Mais déjà, à l'époque, nous savions que nous courions à la catastrophe. Il ne faut pas croire que les responsables d'hier ignoraient la catastrophe qui s'annonçait plus que les responsables d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Mais alors, si hier, nous savions que la catastrophe aurait lieu demain, c'est alors qu'en fait, demain c'est aujourd'hui. Si mes calculs sont justes. Enfin bon, on nous dit tout le temps la catastrophe sera pour demain, et demain, on se rend compte qu'elle est toujours là. Alors, mesdames et messieurs, je vous pose la question. Est-ce que c'est en remettant pour demain la catastrophe que nous pourrions faire aujourd'hui que nous allons l'éviter? Ceci dit, entre parenthèses, si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il se peut que l'opposition s'en empare. Alors, elle est devenue une fidèle des 22, hein, maintenant on la voit régulièrement. Quand je vois Emmanuel, j'ai envie de chanter. Ah, mais je t'en prie. Mais je n'oserais pas. C'est cette superbe chanson de qui est-elle déjà? Mélodie d'amour, chante le corps d'Emmanuel. Corps à corps, cœur perdu. C'est beau ça. Hein? Emmanuel pour un texte. De Pierre Bachelet. Oui, le texte. Je suis comme tout le monde, je vois rien, ça va être compliqué. Ah, ça jette hein, ici. Là, Ouais, c'est lumineux, c'est lumineux. Alors je m'excuse parce que il y en a qui ont déjà entendu certains de mes textes, et puis j'ai une obsession en ce moment, c'est les clés, donc
Je remets ça, je suis désolée. Non, non, on aime. Ouais. Enfin, on finit par se lasser hein, parfois, mais bon, moi pas. Donc c'est parti, ça s'appelle baptême. Tourner la clé dans la serrure. Je l'ai fait bien souvent, sans y prêter attention. Aujourd'hui, pourtant, j'accomplis ce geste comme au ralenti. Je ferme définitivement la porte de ma toute petite église, perdue au fond des bois, celle où j'officie tous les matins. Depuis que mon évêque m'a chargée de cette paroisse, je vis ici, isolée, en accord avec mon caractère contemplatif et exalté. J'ai toujours mis un point d'honneur à laisser la chapelle ouverte. J'y vois un symbole d'accueil et la promesse d'un réconfort. Quand j'y entre, je découvre souvent un bouquet de fleurs des champs posé en offrande au pied de la statue de la Vierge. Je sais que les habitants de cette région y honorent autant Marie, la Mère de Dieu, que leur idole ancestrale, l'ondine de la chute d'eau qui habiterait dans la cascade au bout de la clairière. Je n'ai jamais vu cette déesse magnifique et évanescente, symbole de la luxure et de la dépravation accompagnant l'idolâtrie. Mais la guérisseuse de derrière le bois vient la nuit lui parler et lui faire des offrandes. Elle ne rentre pas dans la chapelle, chacun son domaine. Elle va directement au pied des chutes. Elle se déshabille et entièrement nue, elle se baigne, se lave dans un rituel de purification et chante des mélopées venues du fond des âges. Je l'observe en cachette. Elle vient les nuits des changements de saison. On dit qu'elle respecte les choses cachées du monde et comprend le message divulgué par le vent. Je la soupçonne de lire dans mes pensées et d'avoir des pouvoirs sur moi. Enfin, c'est ce que j'aimerais croire. Je suis lâche et je me cherche des excuses. Pardonnez-moi, mais fermer cette chapelle est un geste irréparable de mon cœur brisé et de ma raison vacillante. Je vous dois tout de même la vérité, bien que je n'ai plus d'honneur. Cette sorcière, je perds tout à l'observer la nuit, honorer la déesse invisible de l'ondée. Elle est si belle, si libre, si fervente. La première fois, j'ai presque peur. Les nuits qui suivent, je la cherche désespérément dans la pénombre. Petit à petit, je perds le sommeil. Je trouve de fausses excuses pour me balader dans ces bois à elle. Je la croise parfois, mais comme une biche, elle se sauve au moindre bruit. Mon cœur s'est épris d'elle au point que je ne peux plus prier ni Dieu ni ses anges, moi, le prêtre, qui ai donné ma vie pour la gloire de Jésus-Christ. Je perds la foi au profit de l'amour fou que je porte à cette femme pécheresse et ensorceleuse. Je ne prie plus et les hosties que je prenais autrefois avec tant d'humilité et de ferveur ont le goût fade d'une mauvaise farce. Tous les vendredis, je rencontre mon évêque. Je décide de lui dévoiler mes tourments. Cet homme est plein de sagesse et sa foi est inébranlable. Il me reçoit comme à son habitude, avec chaleur et amitié. Il accepte de m'entendre en confession et ne m'interrompt pas quand je lui décris mes nuits et les rêves fous qui l'occupent. Je dépose à ses pieds mon fardeau, cherchant consolation auprès de cet ami, puisque le réconfort céleste m'est inaccessible. Je me sens soulagée d'avoir parlé et impatiente d'entendre sa réponse. Il y a un grand silence, long, pesant et douloureux, puis un soupir. Sa voix, d'abord un peu enrouée, se fait de plus en plus claire et forte. Pas de colère, de la déception, du désappointement, de l'inquiétude pour moi. Et puis, le couperet. Le mot qui me fait trembler, de la tête aux pieds, qui brûle ma chair, mes nerfs et mes os. L'Inquisition. L'horreur absolue. Le feu qui dévore le magnifique corps de cette belle femme qui ne commet d'autre péché que ceux de lui de soigner et de courir à travers champs en chantant la beauté de la nature. Ma magicienne de la source vivifiante et bienfaisante, détruite par l'art toujours renouvelé et parfaitement maîtrisé du bourreau. Cette image fait exploser en moi le peu de raison qui me reste. Dans le noir du confessionnal,
Mon silence est interprété comme un acquiescement. J'ignore comment se déroule le reste de ma visite. Je rentre chez moi, à cette chapelle, titubant comme un homme ivre de son malheur, de son horreur, dégoûté de ma lâcheté et de mon imbécilité. J'ai laissé au confessionnal ma foi et mon honneur, et une amitié dans laquelle j'avais cru naïvement pouvoir me réfugier. J'enlève ma défroque de prêtre et la pose sur l'autel, les manches bien tirées de droite et de gauche, comme en croix, pour faire honneur à mon sacrifice. Je viens d'être crucifié et je suis mort pour laver mes propres péchés. Je ferme cette chapelle sur ma dépouille d'homme au service d'une religion destructrice. Il n'y a pas de retour en arrière. La clé est maintenant dans ma main, chaude et lisse. Je marche au travers de la clairière jusque la chute d'eau. Je me déshabille et nue, je pénètre dans l'eau glacée qui me coupe le souffle. Connaissant le rituel par cœur, je plonge dans l'hérésie, me purifiant de tous les dogmes malsains de mon ancienne vie, et je me décharge de toute pensée autre que celle de l'amour. J'offre à l'ondine avec ferveur toute ma vie. Ma foi est là, intacte, elle se résume à l'amour. C'est un nouveau baptême, une nouvelle religion. Je saisis la clé, restée sur la berge, et l'offre à la nymphe habitant de ce lieu magique en la jetant dans le rideau de la cascade. Je suis libre, enfin, en pleine possession de moi-même. À moi, maintenant, de courir à travers les bois pour rejoindre ma petite fée bienfaisante, l'aimer et la protéger des hommes et de leur volonté d'enfermer à double tour les élans puissants et merveilleux de nos cœurs. Je prierai l'ondine que vous fassiez de même. Maintenant, c'est Bernard pour une chanson. Il est où, Bernard? Il est là. De cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès, et dedans comme un matelot une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les maudits blues qui chantent la nuit comme un satin de blanc marié, et dans le port de cette nuit une fille qui tangue c'est extra, c'est extra, c'est extra. Les cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra. L'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bras qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient mouiller l'arche qui coule ma chanson. C'est extra.
finir, la cerise sur le pompon, on l'a dit tout à l'heure, l'Hélène et Léla. Hélène et Léa. Est-ce que tu veux que les gens ils aident à plier les chaises ici? Ah oui, oui, oui. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc, vous prenez votre chaise, vous dansez un tango avec. Et il faut les ramener vers où les chaises? Vers là ou vers là? Vers là, de ton côté, la porte vers là-bas. D'accord. Et juste avant qu'on se quitte, j'ai deux mots. Parce qu'après, une fois qu'ils vont avoir joué, ça va être tellement bien que j'y penserai plus. Je tiens quand même à remercier la municipalité qui nous a prêté la salle. Ouais. Tout est gratos. Bravo, Merci à la municipalité. Alors, normalement, ils vont arriver tout à l'heure, ils sont en conseil des disciplines là-haut. Il est passé tout à l'heure. Ils sont en train de régler nos affaires, on va payer les impôts, tout. Enfin bon, bref, il faudrait qu'ils se rattrapent quelque part. Là, bon, ils vont peut-être arriver. Et puis aussi, bien sûr, le club des papis et puis des mamies de Plouagat. Ah ouais. Alors, tout le boulot, c'est eux qui l'ont fait. Hein. Ils ont grillé les châtaignes. Ils ont ramassé les châtaignes. Après, il y a eu Annie qui a ramassé. Ils ont ramassé les châtaignes. Ils ont cuisé les châtaignes. Et nous, on les a mangées. Ils ont fait la soupe aussi. Ils ont fait la soupe. Enfin, ils ont tout fait. Bienvenue à la maison. Je suis toute seule dans ma baraque, je pensais survivre. Et puis je craque, j'ai pas su jouer tout à la tour. Et je dérive et tu t'en fous, l'amour s'en va, s'emballe du poing. Et l'amitié, n'en parlons pas. Une cendre échée sur le plancher, en géométrie compliquée. Comme le cercueil tout froid, tout gris d'un petit morceau de ma vie. Appelle mon regard vers la fumée d'une clope sur le bord d'un cendrier. Je voudrais crier, je peux pas, j'ai mal. Je voudrais du vin plein ce canal, dont le fond fut bâti par des hommes qui se nourrissaient de belles idées, sans savoir que chaque n'oubliait que l'amour, vaut mieux le rêver. L'étiage est long et désertique. Après ton Éden aquatique, tu sais, c'est dur d'être un débris. Qu'à tout donner plus qu'il n'a pris. Est-ce encore moi, ce corps qui gît pris par le froid, qui a éteint? Ça va tambour à l'échafaud, dedans ma chair contre mes os. Mon sang qui coule au ralenti emporte l'amour avec lui. Ça y est, ça cogne un peu plus fort, j'approche un peu plus d'une mort.
je trouvais toutes les femmes du monde entier qui chantaient ses louanges. Et dès qu'il en sera lassé, oh, elles seront vite oubliées, vraiment, vous n'êtes pas des anges. Joli, joli, c'est plus bien le monde aidé. Joli, joli, il faut tout pardonner. Joli, 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 si tu étais plus galant. Joli, joli, je t'aimerai toujours. Hélène et Léa. Bon, alors, comme le veut la tradition, poil au menton, on s'en va pas sans avoir rangé sa chaise. Bon, vous pouvez les empiler une